Résistantes, résistants, bonsoir. D'abord, je vous signale que dorénavant, le journal des résistants va changer de rythme. Il ne paraîtra plus que 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Tout simplement parce que la conférence du processus d'Istanbul, dont je vous ai déjà parlé et qui se prépare en juillet en Europe, va nécessiter une prise de conscience, va nécessiter un gros travail de mise en réseau européen et de travail sur le terrain qui va me rendre moins disponible pour le journal des résistants. Mais le journal des résistants continue 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un triple scandale. Le projet du maire de Toulouse de débaptiser le pont Bayard pour en faire le pont du 19 mars 1962. C'est un triple scandale. Le premier scandale, c'est tout d'abord qu'on assiste de façon symbolique au reniement de notre passé, de notre histoire. Le chevalier Bayard est un héros de notre histoire de France. En effet, le chevalier Bayard incarne un certain nombre de valeurs très importantes et traditionnelles en France. Le courage, la fidélité à sa patrie, à son roi, mépris des richesses, refus du pillage, refus du viol, refus de la violence gratuite, loyauté guerrière, loyauté avec les ennemis, respect de soi, respect des autres. Toulouse lui a sans doute donné son nom en souvenir du combat fameux mené par le chevalier Bayard sur le pont de bateau sur le fleuve Garigliano. Ce pont de bateau était si étroit qu'une seule personne à la fois pouvait s'y tenir et pouvait avancer. Et le chevalier Bayard, face à 1500 Espagnols, a tenu bon le temps que l'artillerie se mette en place derrière lui. Alors débaptiser un pont Bayard, c'est une façon de renier nos valeurs, notre histoire. Et malheureusement, c'est quelque chose dont la gauche est de plus en plus coutumière. On rappellera en passant que le maire de Toulouse, Pierre Cohen, qui a eu cette brillante idée, est socialiste. Le deuxième scandale, c'est de remplacer le pont Bayard par le pont du 19 mars 1962. En effet, le 19 mars 1962 était en principe le début d'un cessez-le-feu qui suivait les accords d'Évian qui ont signé la fin de la guerre d'Algérie. Or, à partir du 19 mars 1962, il y a eu des règlements de compte épouvantables en Algérie contre les Européens qui restaient là et contre les Harkis. Il n'y a pas de quoi pavoiser ni être fier. Depuis 10h30 ce matin, l'Algérie est officiellement indépendante. L'Algérie algérienne, 8 années de guerre, d'épisodes obscurs, de malentendus, de déchirements, 62 accords d'Évian et il n'y aura pas de réconciliation. 62, les pieds noirs fuient l'Algérie par milliers, la peur au ventre, ils n'ont pas le choix. La peur. Peur du meurtre, peur d'un enlèvement, peur d'une balle perdue, peur de tout. Une peur qui culminera le 5 juillet à Oran, dans une panique indescriptible. Bataille de rue, règlement de compte, chasse à l'homme, l'histoire officielle retiendra une centaine de morts. La réalité est tout autre. Que lorsque des massacres commencent à 11h du matin et qu'ils se terminent à 17h l'après-midi, lorsqu'il y a des hordes qui se jettent sur les Européens qui n'étaient pas prévenus, sans armes, et qui déferlent sur une ville armée jusqu'aux dents, comment pouvons-nous imaginer qu'il y ait eu que 80 morts, par exemple? C'est impossible, impossible. On parle aujourd'hui de plusieurs centaines de morts, un véritable massacre. Mise en accusation l'armée française. Appelée au secours par les Européens, elle n'a pas bougé. Ordre donné au plus haut niveau, ne pas intervenir. Ils sont sortis au balcon nous appelant l'armée au secours, l'armée au secours. Nous étions là, les regardant, et nous nous sommes approchés de notre capitaine de compagnie, nous lui avons dit, mais que faisons-nous? Ces gens-là vont se faire massacrer, il faut sortir, il faut faire quelque chose. Et notre capitaine nous a dit, je n'ai pas d'ordre. Je n'ai pas d'ordre. J'ai le regret de vous dire qu'on ne pourra rien faire pour vous. On ne bougera pas, on a reçu des ordres. Il dit par contre, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, je me sens déshonoré. Pour la première fois, j'ai honte de porter cet uniforme.
Autre dossier noir, l'abandon des harkis, ses auxiliaires, ses supplétifs musulmans de l'armée française. Ils étaient quelques 150 000 sans compter leurs familles. Fidèles à la France, ordre est donné en 62 de les désarmer. La France les abandonne, eux que le FLN considère comme des traîtres, des collabos. Après avoir désarmé mes harkis dans ce drame que je vivais, je suis allé désarmer une autre harka. J'ai d'ailleurs des photos où je vois ces hommes que je ne connaissais pas me rendre leur pactage. Je vois le désarroi et je les entends, certains me dire « Mais regarde, mon lieutenant, regarde !» Et il y avait deux gars au-dessus sur la place qui nous regardaient, nous qui étions contrebas. Il m'a dit « C'est les Félingas, regarde, dès que tu vas être parti, ils vont nous tuer. » Alors je suis parti. Comme ces gens, beaucoup s'accrochaient au camion, que je ne pouvais pas les ramener. Je suis parti, je dirais, en claquant la porte du GMC. Et je ne veux pas savoir ce qui est arrivé après. C'est plus confortable. La plupart des officiers, c'est évident, savaient que des massacres étaient en train de se produire dans le bled, mais ceci dit, le commandement a interdit toute réaction, et en particulier le gouvernement. Il était interdit de monter des opérations pour aller au secours des personnes menacées. Entre 50 et 70 000 seront massacrés par le FLN. Leurs familles ne seront pas épargnées. Mais à Paris, les consignes gouvernementales sont claires. Le 12 mai, Louis Joxe, ministre des Affaires algériennes, dans une directive tenue secrète précise. Pas de rapatriement des harkis. Les militaires français tentés de leur venir en aide seront sanctionnés. Quelques semaines plus tard, malgré l'ampleur des massacres, Pierre Messmer, ministre des Armées, confirme les harkis arrivés en métropole sans autorisation seront renvoyés en Algérie. Et mon Larbide, on me l'a tué, je ne sais pas qui, le FLN, je vois pas qui ça peut être d'autres, évidemment, on me l'a balancé dans les barbelés, les parties génitales, dans la bouche toujours, et il avait les yeux ouverts dans mes barbelés. Et il est certain que ces yeux ouverts, ils m'ont hanté pendant 20 ans. Des milliers d'Européens massacrés, 1 million d'Européens obligés de prendre la fuite, 100 000 harkis massacrés. D'ailleurs, quelques députés ont même déposé une proposition de loi qui n'a pas été votée jusqu'à présent. Donc c'était le 29 avril 2010, proposition de loi Mariani déposée par les députés Mariani, Lucas, Goasguen, Voisin et Aboud. Cette proposition de loi avait un seul article. La France reconnaît les souffrances subies par les citoyens français d'Algérie victimes de crimes contre l'humanité commis du 19 mars 1962 au 31 décembre 1963 du fait de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. Et l'exposé des motifs de cette proposition de loi est très intéressant. Le 19 mars 1962, le gouvernement français signait avec le FLN seul et non avec les représentants des différentes communautés algériennes ou avec ceux des autres partis, autonomistes ou indépendantistes, un cessez-le-feu dit accord d'Évian. Dès la fin du mois de mars 1962, les fonctionnaires et représentants de l'État, police, gendarmerie, poste, administration fiscale, etc., commencèrent à se retirer des villes et villages de l'intérieur du pays. Face à ce vide administratif et en l'absence de force de l'ordre, le pouvoir dans chaque ville ou village évacué par les autorités françaises fut pris soit par les troupes de l'ALN, soit par des troupes souvent violents, se réclamant la plupart du temps du FLN. Les musulmans, notables, anciens combattants, et en général ceux qui avaient participé d'une façon ou d'une autre à l'administration du pays, par exemple comme fonctionnaires, furent rackettés, arrêtés, torturés, forcés de céder leurs biens, le plus souvent tués, et leurs filles violées ou mariées de force. Il en alla de même pour les Européens habitant à l'intérieur du pays, soumis dès lors à la terreur, et notamment à la pratique systématique de l'enlèvement. Les hommes, femmes et enfants enlevés qui ne firent pas l'objet de rançon étaient systématiquement tués. Ces enlèvements, tortures, viols, meurtres, pillages constituent des crimes contre l'humanité. Ces exactions, pillages, viols, meurtres, répondaient à une politique concertée visant notamment à faire partir toute la population non musulmane d'Algérie. Cette politique fut décidée au plus haut niveau de l'appareil du FLN et mise en œuvre partout sur le territoire algérien, au fur et à mesure que les représentants du FLN prenaient le pouvoir dans les villes et les villages.
Les musulmans pro-français restaient sur place, soit parce qu'ils avaient confiance dans les déclarations de fraternité des nouvelles autorités, soit parce que les autorités françaises les avaient empêchés de fuir, furent massacrés dans une vaste opération d'élimination qui commença après les accords d'Évian et se poursuivit longtemps après l'indépendance. Les spécialistes estiment à 100 000 les victimes de ces massacres commis sur des populations désarmées, hommes, femmes et enfants, tous assassinés dans des circonstances atroces, torturés, énuclés, émasculés, amputés, déchiquetés, brûlés vifs. Ce sont là des extraits de la proposition de loi qui repose sur des faits historiques. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Il n'y a d'ailleurs pas de quoi pavoiser non plus quand on voit depuis 50 ans ce qu'est devenue l'Algérie. La dictature, les exactions, la crise économique, tout ça qui mène tant d'Algériens à venir s'installer en France. Le troisième scandale, c'est qu'il est tout à fait anormal de vouloir donner à un pont français le nom du 19 mars 1962, en cette époque troublée où il est de bon ton de taper sur la France, sur son passé, où le président algérien exige des excuses, où les indigènes de la République réclament des Français qu'ils s'avilisent pour demander pardon pour les exactions passées, pardon pour la colonisation. Or, on rappellera, il faut le répéter sans arrêt, que les Français sont arrivés en 1830 en Algérie pour mettre fin aux razzias barbaresques sur le pourtour de la Méditerranée. Les arabo-musulmans enlevaient des jeunes chrétiens pour les transformer en esclaves. Nous sommes donc allés en Algérie pour libérer les esclaves des arabo-musulmans. Qu'on se le dise. Quelques extraits de Wikipédia sur le terme barbaresque. Il correspond géographiquement approximativement à l'ère du Maghreb actuel. Au plan historique, à la période ottomane, qui, pour l'Algérie par exemple, court de 1516 à 1830. Et au plan démographique, il désigne aussi bien les corsaires et marins originaires de cette aire géographique que les habitants du Maghreb. Ce terme peu précis est péjoratif, à l'instar du terme sarrasin, qui désignait aussi bien au Moyen-Âge européen les Arabes que les Berbères d'Espagne. Il évoquait la réalité du sort très peu enviable fait aux chrétiens qui tombaient entre les mains des pirates lors des razzias et finissaient leur vie comme esclaves ou dans les bagnes d'Alger ou de Tunis. Et ce serait à nous de demander pardon. De qui se moque-t-on? Alors, pour protester contre ce projet du maire de Toulouse, un certain nombre d'associations, dont Résistance républicaine, le Cercle national des combattants, le Cercle algérianiste, l'Union des combattants d'Afrique du Nord, les identitaires, l'Union solidaire des Français d'Afrique du Nord, vous invitent à vous rassembler à Toulouse le 17 mars à 14h30 devant le monument mort près du boulevard Carnot. À 15h, nous vous proposons de former une chaîne autour d'une stèle et de faire une minute de silence destinée à tous ceux qui sont morts pour la France et qu'on déshonore. Vive la République, vive la France et à lundi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez.